on a vu caractériser les superpanaches de manière globale, et maintenant on va se focaliser sur des mesures plus fines et leur relation avec ce qu'on trouve par d'autres disciplines, en particulier dans ce dont je vais parler aujourd'hui, la physique des matériaux. Donc le premier, il y a un certain nombre de sujets que je vais aborder. Aujourd'hui, je vais parler de la discontinuité de la déseconde et la transition de phase de la post-pérovskite. Il y a aussi l'anisotropie et les ultra-low velocity zones dont je n'aurai pas le temps de parler. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout de ce riche sujet qui est un sujet très nouveau, puisque je vous rappelle que la transition de phase de la pérovskite en post-pérovskite a été découverte en 2004, donc il y a à peine 10 ans, 8 ans, et donc a changé un peu la vue des choses. Donc commençons par le commencement, et le commencement c'est toujours la sismologie, les observations sismiques. Donc là, on va regarder, il y a donc certaines observations qui indiquent la présence d'une discontinuité sismique au-dessus de la CMB, donc de la limite noyau-manteau, environ 200-250 km au-dessus. Cette discontinuité a été découverte en 1983 par Ley et Helmberger, qui ont étudié la paire d'ondes sismiques, l'onde S, qui donc est une onde directe qui se propage entre la source et la station, ici à 80 degrés de distance épicentrale. Les distances épicentrales, donc les meilleures pour ce genre d'études, c'est entre 75 et 85 degrés de distance épicentrale, où l'onde S échantillonne déjà assez près de la base du manteau. Et l'onde SCS, c'est donc l'onde qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau. Et donc, si vous avez une discontinuité entre les deux, vous allez avoir des triplications, nous en avons parlé dans le premier cours, vous allez avoir une complexité avec des ondes plusieurs ondes qui vont arriver dans un intervalle de temps très proche, et des ondes intermédiaires, donc qu'on appelle des précurseurs à l'onde SCS, l'onde qui va être réfléchie sur cette discontinuité qui est au-dessus de la CMB, va en principe arriver avant l'onde SCS. L'onde S est la première arrivée, ensuite cette onde-là, et ensuite l'onde SCS. Donc cette première étude, je voulais en parler parce que c'est assez intéressant, elle avait été faite avec une géométrie comme ceci. Ils avaient pris des événements profonds, donc des séismes à 600 ou 650 km de profondeur. L'avantage des séismes profonds, il y en a deux, c'est que la forme d'onde est très compacte, la durée de la forme d'onde est courte, donc ça donne des données de très bon signal sur bruit, niveau signal sur bruit, et aussi qu'on sépare les ondes. Pour les séismes profonds, vous avez l'onde qui va d'abord se réfléchir sur la surface et qui repart comme ça, l'onde petit s et l'onde petit p s. Et pour les séismes très profonds, l'écartement entre l'onde principale S et l'onde qui s'est réfléchie à la surface est assez grande pour qu'on puisse voir, pour qu'elle soit plus loin que l'onde SCS, et donc on puisse bien voir dans la fenêtre SSCS s'il se passe quelque chose d'anormal. Et donc ceci, ce sont leurs observations donc dans les stations de l'époque du réseau nord-américain. C'était encore à l'époque des enregistrements analogiques, donc des instruments sur papier qu'on doit numériser avant de les étudier. Ceci, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on enregistre de manière digitale avec une grande dynamique. Donc, ce qui donne des possibilités de filtrage en particulier beaucoup plus importantes. Mais en tout cas, donc ça, c'était à l'époque. Donc, vous avez ici, en fonction de la distance, l'onde S qui arrive de plus en plus tard, puisqu'elle elle se propage sur un trajet de plus en plus long. L'onde SCS, c'est donc l'onde réfléchie, qui, elle, se rapproche de plus en plus de l'onde S, au fur et à mesure que la distance augmente. L'onde S est de plus en plus proche de la CMB, donc elle est de plus en plus proche de l'onde réfléchie. Donc vous la voyez ici. Et alors ce qu'ils ont observé, c'est qu'à ces distances ici, au-delà de 70 degrés, ils ont entre l'S et la SCS une petite onde qui arrive ici,
et qui n'est pas prévu par les modèles 1D, comme ici à l'époque ils utilisaient, le modèle PREM existait déjà, mais il a fallu quelques années pour que les gens l'utilisent de manière courante. Ceci c'est un autre modèle de référence qui existait à l'époque, le modèle de Jeffreys-Bowen, qui était un modèle tout à fait correct pour ce genre d'études, qui lui donc est ici indiqué, donc ça c'est le profil de profondeur à partir de 2200 km jusqu'à la limite noyau-manteau, c'est le pointillé, donc il est très lisse, avec un petit changement de gradient dans les derniers 100 km. Mais pour expliquer l'apparition de cette onde intermédiaire, il propose un modèle avec une discontinuité, ici à peu près 250 km de profondeur, c'est ce modèle SLHO donc, qui se distingue du modèle de référence par cette discontinuité de structure d'environ 2,5 à 3% de saut de vitesse des ondes S. Et donc ici on compare, donc c'est un zoom sur les distances considérées, c'est entre 66 et 84 degrés, avec l'observation qu'ils appellent petit cd, et le synthétique correspondant dans le modèle choisi, donc le modèle SL, avec sa discontinuité. Ils voient qu'ils arrivent à montrer ceci très bien. Alors, donc depuis, il y a eu beaucoup d'études de ce type qui ont confirmé ce genre d'observation dans différentes régions du monde. Donc la première, c'était dans cette région-là, mais vous voyez ici que déjà en 1998, cette discontinuité, donc entre guillemets tout de même, était observée dans de nombreux endroits, avec des modèles proposés qui qui mettaient la discontinuité entre donc, à peu près 250 km de profondeur, plus ou moins 100 km, et des sauts de vitesse de l'ordre de 2 à 3%, ou 2 à 3,5%, avec ensuite, à la base, donc dans la partie la plus profonde, des gradients de vitesse assez différents selon les modèles, donc impliquant des variations latérales importantes. Alors il faut savoir que l'existence de cette discontinuité, qui est relativement robuste, a quand même été soumise à pas mal de critiques, et il y a quelques articles qui ont proposé que cette onde intermédiaire pouvait aussi bien être provoquée par des variations latérales, donc de la focalisation d'énergie, des ondes qui seraient réfractées par des structures latérales plutôt qu'un modèle 1D. Donc il faut garder ça à l'esprit, mais disons que ces modèles simples à une dimension, donc avec une discontinuité, expliquent quand même pas mal les données. Donc ça c'est dans les ondes S. Qu'est-ce qui se passe pour les ondes P? Est-ce qu'on observe aussi ce même genre de discontinuité pour les ondes P? Alors dans les ondes P, ça a été beaucoup plus difficile à observer, et en fait on pense que le saut de vitesse, s'il existe, est de moins de 1%. C'est moins clair, on l'observe de manière intermittente. Dans certains endroits où on observe le saut en vitesse onde S, on l'observe aussi P, mais dans d'autres endroits, on ne l'observe pas. Et il faut faire appel à des méthodes d'observation plus sophistiquées. Ici, c'est une méthode de sommation de traces, donc, dont on voit le résultat. Donc, en fonction du temps, on somme les traces en les alignant suivant une vitesse apparente de l'onde recherchée. Donc ici, par rapport à l'onde P. Donc, autre chose que je n'ai pas dit, c'est que pour les ondes S, on prend l'onde SCS comme onde de référence parce qu'elle est très visible sur le sismogramme. Par contre, dans le domaine de distance considérée, l'onde PCP, donc l'onde correspondante qui se réfléchit, l'onde P qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau, est de très faible amplitude. Et donc, on est obligé d'utiliser l'onde P comme onde de référence. Ce n'est pas une très bonne onde de référence pour une onde intermédiaire qui se rapporte plus, c'est une réflexion, ça rapporte plus à l'onde PCP. Vous voyez dans ce diagramme, donc, où on a sommé les traces avec des valeurs ici de la lenteur, donc la lenteur apparente en secondes par degré, différentes, rapportées à celle de l'onde P. On voit très bien l'onde P, on voit peut-être l'onde PCP, et on voit quelque chose ici au milieu, mais la sommation des traces a permis de déterminer de manière un peu plus précise la lenteur, d'abord de détecter
la présence de cette discontinuité qui n'est pas visible à l'œil nu, ou pas très bien visible à l'œil nu, et dans déterminer la lenteur. Donc un saut de vitesse beaucoup moins grand en onde P qu'en onde S. Alors ici, encore une fois, une autre étude aussi d'onde P. Donc ici, c'est encore une fois la géométrie, avec votre onde P directe. L'onde P dP, c'est celle qui se réfléchit sur la discontinuité, donc notation qui a varié au cours du temps, mais PdP, c'est une notation générale pour une discontinuité. Et donc PCP, donc la réflexion sur la CMB, sur la limite noyau-manteau. Donc ici, ces auteurs ont utilisé un nombre de séismes dans l'Ouest Pacifique, observés dans un petit réseau, le réseau de Yellowstone, qui est où il y a un grand nombre de stations sur une petite distance, qui permet de sommer des traces et s'affranchir d'un certain nombre de sources de bruit. Et donc c'est encore l'étude jusqu'à présent la plus convaincante de la présence d'une onde donc réfléchie sur une discontinuité au-dessus de la CMB. Donc ici ce sont les données brutes, vous voyez on ne peut pas grand-chose dessus. Ici c'est l'analyse de sommation, et ici c'est une analyse plus sophistiquée en utilisant ce qu'on appelle l'analyse FK, donc longueur d'onde en fréquence et en temps, où on voit un maximum qui permet, en fonction de l'azimut. C'est important aussi de voir que si cette réflexion existe, elle vient bien dans la direction prévue donc sur le grand cercle entre la source et la station, et ce qu'on voit ici assez bien. Vous voyez quand même dans ce diagramme qu'il y a beaucoup d'autres phases. Celles-ci, les phases X, seraient des multiples de la croûte. Donc près de la station, on a aussi des réflexions multiples dues à la structure de la croûte, en particulier ici une phase due au MOO, donc à la base, la limite entre la croûte et le manteau, qui est une discontinuité assez forte. Donc des résultats pas vraiment très convaincants au niveau des ondes P, quand même quelques observations. Ici, cet auteur a essayé de faire la synthèse des observations, et donc les endroits où elles auraient été observées, donc les discontinuités en ondes P, et des endroits où elle n'a pas été observée, qui sont encore plus... il y a plus d'endroits où on n'arrive pas à l'observer que d'endroits où on l'observe. Je montrerai plus tard une autre figure comparant avec ce qu'on voit sur les ondes S. Donc encore une fois, l'onde PCP, PCP est difficile à observer, donc on utilise P comme phase de référence, et de plus, les ondes P se propagent plus vite que les ondes S, donc la séparation entre les différentes phases va être plus faible. Si ces phases proviennent toutes d'une séparation en distance de moins de 200 ou 300 km, elles vont arriver très, très proches l'une de l'autre, alors que pour les ondes S, vous pouvez écarter plus parce que la vitesse est plus faible, donc elle écarte les phases en temps de manière plus marquée. Alors, donc, qu'est-ce qu'on sait sur la discontinuité de la d-seconde? Elle est observée plus clairement en VS et correspond à un saut plus fort en vitesse des ondes S qu'en vitesse des ondes P, qui serait de moins de 1%. La profondeur, c'est environ en moyenne 250 km au-dessus de la limite noyau-manteau, mais avec des variations latérales assez importantes. L'épaisseur de la transition, c'est est-ce qu'on a un gradient, est-ce qu'on a une transition vraiment brutale, donc horizontale, ou est-ce qu'on a un gradient, c'est-à-dire une certaine épaisseur sur laquelle pour passer donc des vitesses plus lentes aux vitesses plus rapides. Sur quelle épaisseur cela se produit-il? Et donc les données sismologiques permettent de contraindre ça par l'étude des amplitudes des phases réfléchies, et on pense que cette épaisseur est assez faible, moins de 70 km. Certaines études donnent même des épaisseurs de moins de 30 km. Alors c'est quelque chose à retenir quand on va comparer avec les modèles, avec les mesures et les modèles minéralogiques et expérimentaux. La corrélation entre les observations S et P est faible. Comme je vous l'ai déjà dit, dans certains endroits on voit la discontinuité en S, on ne voit pas celle en P, et peut-être vice-versa. Et alors, il y a eu
un essai d'estimer un saut possible de densité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les ondes réfléchies, le coefficient de réflexion est sensible à l'impédance, donc au produit de la densité et des ondes et de la vitesse des ondes, ici des ondes Vs. Et ceci a été étudié à partir des réflexions multiples. Il y a des ondes SCS qui continuent qui se réfléchissent plusieurs fois sur la CMB, se réfléchissent à la surface, encore une fois à la CMB, etc. On les appelle les ondes SCS-N, où N est le nombre de réflexions sur la CMB. Il y a une étude qui a essayé d'estimer, c'était une estimation compliquée parce que ces ondes dépendent aussi de ce qui se passe dans le manteau supérieur. Donc il faut d'abord pouvoir séparer ce qui se passe dans le manteau supérieur de ce qui se passe dans le manteau inférieur. Ce n'est pas évident. Mais ils ont fait une estimation qui serait de l'ordre de 1,7%, peut-être un peu précis ce chiffre après la virgule, disons 2%, en supposant, donc ce qu'ils ont mesuré c'est l'impédance, donc il faut supposer un Vs pour avoir la densité, ils ont supposé un contraste en vitesse de 2,75%. Donc ça c'est, depuis je ne connais pas d'autres études qui essayaient d'estimer ce saut en vitesse, en densité. Alors donc là on arrive en 2004 et donc la découverte de la transition de phase dans la pérovskite, alors j'insiste, c'est la pérovskite Mg, la Mg SiO3, donc une pérovskite pure de magnésium, alors que bien sûr c'est un composant majeur dans le manteau inférieur, mais il y a aussi dans les composants du manteau inférieur un peu de fer, un peu d'aluminium, d'autres éléments, donc il faudra tenir compte de ça. Donc cette discontinuité a été découverte dans la pérovskite Mg pure, et donc à partir elle pourrait se produire à des pressions, donc 120 gigapascales, la limite noyau-manteau c'est 135, donc à une pression de la base du manteau, dans le manteau, et à des températures aussi qui pourraient correspondre à des températures du manteau inférieur. Donc les variations après on s'est mis à étudier de manière beaucoup plus détaillée les différentes propriétés de cette transition. Jusqu'en 2004, j'en parlerai un peu plus bien sûr, jusqu'en 2004, les interprétations possibles de la discontinuité de la D seconde étaient hétérogénéité chimique due aux plaques dans le manteau profond, donc des plaques avec des bordures de plaques qui pourraient réfléchir l'énergie. Et certains avaient quand même proposé une transition de phase, mais ce serait possible, mais cette transition de phase était inconnue. La découverte de la transition de phase dans la pérovskite Mg, donc qu'on va noter PV à petit p PV, c'est donc une grande découverte dans la mesure où on peut espérer que, comme on a fait dans le manteau supérieur avec les discontinuités de 400 et 660 km, on va pouvoir fixer la température. Si on peut déterminer la pente de Clapeyron de cette discontinuité de manière précise, on va pouvoir fixer la température à la profondeur de la discontinuité en corrélant avec les observations sismiques. Et donc diminuer, réduire les incertitudes sur la structure thermique et aussi chimique, on parlera de la chimie, dans la partie la plus profonde du manteau. Et donc ceci à condition de pouvoir associer les discontinuités sismiques observées avec ces transitions de phase, donc très précisément dans le manteau profond, la transition de phase de la pérovskite. Et donc, comme la pérovskite est la phase minéralogique la plus abondante dans le manteau inférieur, on peut espérer relier les variations de profondeur avec les variations de température et aussi à obtenir une meilleure estimation de la température à la limite noyau-manteau. J'en ai parlé la dernière fois, qu'elle était assez peu connue assez peu précisément par extrapolation par le haut et par le bas, et donc aussi du flux de chaleur à la CMB qui est important pour disons, mieux connaître, mieux comprendre l'évolution thermique de la Terre et aussi tout ce qui est lié à la génération du champ magnétique de la Terre.
Alors, les caractéristiques de la transition de phase, donc si on pouvait faire ça, tout ça, hein, la sismologie nous donnerait la profondeur des discontinuités, l'épaisseur de la transition, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est brutale, est-ce que c'est une discontinuité du premier ordre ou une discontinuité du second ordre, et donc les variations de vitesse, le saut en vitesse, ensuite aussi la topographie qui va nous renseigner ensuite donc éventuellement sur les variations de température, et quelques autres propriétés, la discontinuité couplée, je vais vous en parler aussi. Et donc de l'autre côté, ceci doit être confronté en physique des matériaux à la pente de Clapeyron qui donne pour une pression donnée, donc une profondeur donnée, la température correspondante et donc l'épaisseur éventuelle qui pourrait déterminer en fonction de la composition quelle est la zone en profondeur et en température, enfin ici c'est la température fixe, disons, quelles sont les zones en profondeur où pourraient coexister la pérovskite et la post-pérovskite. Il y a d'autres propriétés que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais j'aborderai plus tard. C'est l'anisotropie sismique, les propriétés de déformation et les propriétés, la structure cristalline et les propriétés de déformation de la pérovskite et de la post-pérovskite ne sont pas les mêmes. Et donc on s'attend à avoir des variations dans l'observation de l'anisotropie sismique, j'en parlerai une autre fois, et aussi d'autres paramètres tels que les coefficients de partition. Donc par exemple, est-ce que le fer, par exemple, préfère être dans la pérovskite ou dans la post-pérovskite, et quelles en sont les conséquences, et encore d'autres propriétés comme l'état de spin du fer, dont je parlerai plus tard, j'espère. Et donc ensuite aussi, en confrontant tout ça, non seulement on peut préciser les températures à la base du manteau, le flux de chaleur, éventuellement la composition, mais aussi la relation avec les grandes structures telles que les superpanaches. Alors, donc au départ, donc les physiciens des matériaux se sont rués sur cette nouvelle découverte pour essayer de caractériser cette transition le mieux possible. Au début, donc, on a voulu caractériser la pente de Clapeyron, qui est une propriété très importante. Donc, ceci, c'est donc un an après la découverte, le groupe japonais qui était impliqué, il y a plusieurs groupes qui sont impliqués dans la découverte de la post-pérovskite, aussi bien du point de vue expérimental que du point de vue théorique, la même année, en 2004. Et donc là, ils ont déterminé que la pente était positive, mais dans ces travaux, les premiers travaux, disons, suivant la découverte, cette pente n'est pas vraiment très bien contrainte parce qu'il n'y a que très peu de points de mesure. Mais bon, c'est déjà important de savoir qu'elle a une pente de Clapeyron positive et qu'elle correspond avec une augmentation de vitesse des ondes S et un plus faible changement dans la vitesse des ondes P. Tout ça, qualitativement, donc en accord avec ce que l'on pourrait penser par les résultats sismologiques. Alors ces premiers résultats donc ont montré une augmentation du module de rigidité de la densité, mais par contre une diminution du module d'incompressibilité. Donc quand vous pensez au fait que les ondes P, donc elles sont sensibles à la fois à la rigidité et l'incompressibilité, la densité bien sûr, quand on mélange tout ça, on pourrait penser que vous pourriez avoir aussi bien une diminution qu'une augmentation de la vitesse des ondes P au niveau de la transition, mais en tout cas quelque chose de relativement faible peut-être. Donc il y a des propriétés anisotropes et de déformation différentes de la PV, la structure cristalline, j'en ai déjà parlé. La pente de Clapeyron, donc les premières estimations étaient de l'ordre de 7,5 mégapascal par degré Kelvin, mais elle pourrait être plus supérieure à 10 mégapascal par Kelvin. Et donc ça se traduit sismiquement par une augmentation de vitesse de VS de 2 à 4%, et beaucoup plus faible, voire négative en VP, avec une augmentation de densité de 1 à 2%. Une anisotropie sismique de caractère très différent. Et en plus, on s'attend à observer, puisqu'elle a une pente de Clapeyron positive,
si on est dans une région plus chaude, elle va se produire à une pression plus grande. Donc on s'attend à l'observer à de plus grandes profondeurs dans les régions chaudes que dans les régions froides. Ceci dit, à l'époque, et je pense encore de nos jours, comme je vais vous en parler en plus de détails, la profondeur de la transition est très incertaine parce qu'en fait, la calibration des pressions en laboratoire est très difficile et il existe plusieurs méthodes de calibration, mais qui donnent des résultats qui ne sont pas tout à fait en bon accord. Donc il reste des incertitudes très grandes. Et certaines mêmes estimations placent cette transition de phase donc, à des profondeurs qui correspondraient aux profondeurs du noyau, donc elles ne seraient pas observées dans le manteau, et donc il n'y aurait pas lieu d'interpréter la discontinuité du manteau, si elle existe, en termes de cette transformation de phase. Donc vous voyez, encore, il y a des incertitudes en sismologie, il y a des incertitudes en physique des matériaux. Il faut rassembler les deux et essayer de faire coller tout ça pour avoir plus d'informations. Donc, alors revenons, j'ai le temps, je pense, de présenter cet élément-là. Revenons aux discontinuités sismiques un moment. Alors donc, je vous ai dit que l'observation de la discontinuité en onde S était assez convaincante et assez fréquemment observée. Donc ici, vous avez l'onde S, c'est encore des exemples, ici, tirés de ce travail que j'ai choisi de manière... j'ai choisi exprès. Donc ça correspond à des événements en Amérique du Sud observés en Californie et le long de la côte ouest des États-Unis, et donc avec des points de réflexion sous l'Amérique centrale. Et vous voyez donc ces ondes intermédiaires. Bon, vous voyez qu'il y a aussi du bruit. Ici, c'est peut-être plus clair. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bruit, mais quand on fait une analyse de temps et vitesse apparente, on récupère quand même assez nettement un maximum d'énergie correspondant à une vitesse intermédiaire, une vitesse apparente intermédiaire entre la S et la SCS, qui correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une discontinuité au-dessus de la déseconde. Mais donc en regardant dans différentes régions, donc là je n'ai montré qu'une seule, mais ces auteurs ont montré qu'il y a quand même des variations latérales importantes. Ceci se voit en contrastant ces deux panneaux-là, où vous voyez que dans celui-ci, la réflexion, la phase réfléchie est bien plus proche de l'onde S que dans celle-ci. Bon, ce n'est peut-être pas tout à fait les mêmes distances, mais en tout cas, disons que la conclusion, c'était qu'il y avait des variations latérales importantes. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, mais aussi assez controversé, c'est que ces auteurs ont montré dans cette région-là la présence possible d'une discontinuité, d'une phase qui aurait la polarité inverse. Ici, S étoile. Alors, vous me direz, c'est assez bruité. On voit plein de petites ondelettes ici. Pourquoi interpréter celle-ci en termes d'une phase particulière ou non? C'est assez controversé. Ceci dit, bon, cet article a été publié. Il y en a eu plusieurs, quelques articles qui ont montré l'existence éventuelle de phases donc, de polarité différentes, arrivant plus près de la SCS, et donc qui pourraient correspondre on aurait une discontinuité positive, donc avec augmentation de vitesse, puis une discontinuité négative plus près de la CMB, qui correspondrait à une diminution de vitesse. Et alors, on interpréterait ça, par exemple, si vous avez une plaque qui arrive à la CMB, la première correspondrait au haut de la plaque et celle d'en dessous correspondrait au bas de en bas de la plaque, plus près de la CMB. Vous pourriez avoir une géométrie différente, comme ceci, avec peut-être ici une zone. Ils ont de l'imagination débordante. Ils me proposaient une zone de fusion partielle, ou peut-être des discontinuités opposées. Alors, cet article était publié en 2004, donc la même année que la découverte de la postphérovskite.
Mais bien sûr, tout ça pourrait être aussi bien interprété par la présence d'hétérogénéité latérale et donc de réfraction latérale qui viendrait apporter de l'énergie dans ces sismogrammes. Ceci dit, avec la découverte de la post-ferrovskite, cela a fait quand même parler l'imagination, surtout des géodynamiciens. Et tout de suite après, il y a eu un article de Hernlund et al. En 2005 qui a proposé qu'on pourrait avoir une double transition perovskite post-perovskite. Alors ça va être la dernière diapo que je vais vous laisser avec, je vais vous l'expliquer, je vais vous laisser réfléchir à ça parce que c'est peut-être pas évident quand on le regarde du premier coup. Si vous connaissez la position de la transition de phase de perovskite en post-perovskite avec sa pente de Claris-Perron positive, donc, et on a beaucoup d'incertitudes sur la température du noyau, de 3700 à 4300 Kelvin, degrés Kelvin, donc on a pas mal d'incertitudes, mais suivant que le noyau serait plus froid ou plus chaud, on pourrait penser que l'adiabat, donc le géotherme, donc disons, la courbe de température en fonction de la profondeur dans le manteau, pourrait couper, dans le cas froid, ce serait un géotherme froid. Donc ici, on continue par disons, les variations adiabatiques qui correspondent à la convection dans le manteau. Donc on raccorde ça, ici on a cette couche limite pour aller dans le noyau. Donc elle couperait une seule fois la transition, alors que si le noyau est chaud, on pourrait éventuellement recouper une deuxième fois la transition. Et donc on pourrait, ici si on traduit ça en vitesse sismique, on aurait dans le cas d'un noyau froid une seule transition, un saut de vitesse positif, mais dans le cas d'un noyau plus chaud, on pourrait avoir une phase positive puis une transition négative. Donc ce serait une façon d'expliquer les observations proposées par Thomas et al. Et aussi, bien sûr, suivant qu'on observe ou qu'on n'observe pas, ça pourrait nous fixer un peu plus sur la température dans le noyau. Inversement, si on fixe la température du noyau, on pourrait penser aux variations latérales de température dans le manteau, et suivant qu'on est dans une région chaude, une région moyennement chaude et une région froide, on pourrait traverser de nouveau la limite de perovskite en post-perovskite, soit en un seul endroit, ou pas du tout, dans les régions très chaudes, puisqu'elle aurait lieu dans le noyau, dans les régions moyennes une fois, et dans les régions très froides deux fois. Et donc, ça se traduirait au niveau des vitesses par des profils de vitesse différents, soit pas du tout de discontinuité, soit une discontinuité, soit deux. Voilà, alors donc il a proposé un petit dessin comme ceci, donc, où on n'aurait pas du tout de discontinuité dans les régions chaudes, et dans les régions froides, on pourrait avoir une double discontinuité donc, dans les régions de plaques plongeantes, mais qui serait due à la double transition de la phase perovskite à post-perovskite. Alors je vais conclure ici. Donc, si cette double transition existe, elle permettrait d'estimer les variations latérales de température dans la région où elle est observée la discontinuité sismique. Quand ils ont fait ce petit calcul, donc, basé sur les résultats très préliminaires sur la transition de phase, et ces résultats un peu controversés sur cette discontinuité négative, donc juste au-dessus de la CMB, ils ont obtenu des variations latérales de température énormes, de 1300 à 1700 Kelvin, qui sont probablement excessives dans le manteau profond. Et donc ils en ont déduit que ça ne pourrait être dû seulement aux variations de température, qu'il faut invoquer aussi des présences d'hétérogénéité chimique, donc en particulier la lithosphère des plaques au fond du manteau. Bon, cet article, qui est un article vraiment conceptuel, si on veut, et où on peut disons, discuter de ces résultats, il a tout de même attiré l'attention, et en particulier attiré l'attention sur le fait que c'est très bien d'avoir découvert
la transition de phase de la pérovskite, mais il faut vraiment préciser sa courbe de Clapeyron et aussi étudier comment changeraient les choses si vous avez des variations chimiques, donc en particulier si vous rajoutez ces éléments donc mineurs, le fer et l'aluminium, dans une composition principalement avec du magnésium. Donc voilà, je vais arrêter ici et donc je vous laisse rêver sur cette question. Voilà. Merci.